Notre passé semble recouvert non seulement d'un épais voile de temps, mais littéralement d'une couche de sol de plusieurs mètres. Nous regardons les majestueux monuments architecturaux, les cités anciennes que les archéologues extraient avec un acharnement admirable, et nous n'en voyons que la cime. La partie émergée de l'iceberg dont les étages inférieurs restent profondément, très profondément, enfouis sous terre. On a l'impression que des étages entiers, parfois même des capitales, ne sont pas simplement passés dans le passé, mais ont été engloutis sous le sol. Quand nous nous demandons ce qui a pu faire descendre les fondations de ces anciennes constructions de plusieurs mètres, on nous propose la réponse familière, la couche culturelle. Selon cette théorie, ce serait l'accumulation de poussière séculaire, de débris de construction, de déchets et de terre qui se seraient empilés siècle après siècle, ensevelissant les niveaux inférieurs. Cette théorie semble logique jusqu'à ce que nous commencions à compter. Prenons des exemples où l'accumulation de la couche culturelle est extrêmement lente. Dans le Grand Nord, où le pergélisol et la lente décomposition empêchent presque toute formation de couche, un centimètre peut mettre 100 ans à se former. La décomposition est quasi inexistante et les artefacts se conservent de manière étonnamment intacte. Si l'on prend ce rythme comme un repère naturel lent, comment expliquer que, dans plusieurs grandes villes du monde, les vestiges de maisons et même des quartiers entiers soient découverts à 2 mètres de profondeur, voire davantage? Cela signifierait que ces villes ont été ensevelies depuis plus de 20 000 ans. Mais cela ne correspond pas à notre chronologie connue. Nous voyons que le processus qui devrait prendre des millénaires s'est étrangement déroulé beaucoup plus rapidement. Cette contradiction évidente soulève une question essentielle. Quel est ce sol ? Est-ce une simple couche de poussière ou pourrait-il s'agir de quelque chose de complètement différent? Nous voyons que des tonnes de cette couche culturelle ont recouvert non seulement des bâtiments isolés, mais des continents entiers. Nous contemplons le mystère de ce mince film sous lequel reposent nos villes, et nos regards se tournent naturellement vers les endroits où ce film est devenu quelque chose de grandiose, engloutissant des civilisations entières. Nous parlons des déserts, d'immenses étendues sans vie, où le sol a été remplacé par des dunes hautes comme des immeubles et où l'eau a été remplacée par le pétrole et de l'organique pétrifié. Et voici une pensée saisissante. Et si cette couche de plusieurs mètres qui cache les premiers étages de nos villes et ces kilomètres de sable qui ont enseveli un continent avaient une seule et même origine? Le désert n'est pas simplement un paysage brûlant. C'est une énigme à l'échelle planétaire. Nous regardons le Sahara, qui n'est devancé en superficie que par un autre désert dans le monde, l'Antarctique glacé. Oui, l'Antarctique est aussi considéré comme un désert, en raison de ses précipitations extrêmement faibles. Mais aujourd'hui, notre intérêt porte sur le sable, et c'est ce sable même qui suscite la question obsédante. D'où vient autant de sable? En suivant la piste de cette énigme, nous passons des mystères locaux des sous-sols à quelque chose de bien plus grandiose. Et c'est le grand désert du Sahara. Lorsque nous regardons les cartes modernes, nous voyons un paysage aride et inhospitalier s'étendant sur des millions de kilomètres carrés, et en dessous, comme nous le soupçonnions déjà, ne se cachent pas simplement des ruines, mais les vestiges d'un monde entier, soudainement et catastrophiquement enseveli. Réfléchissons à l'essence même de ce phénomène. Notre planète regorge de divers écosystèmes, mais pourquoi ici, sur le continent africain, une quantité aussi incroyable de sable s'est-elle accumulée? Selon les théories géologiques, les déserts se forment sur des millions d'années, sous l'effet de l'érosion naturelle et du mouvement des plaques tectoniques. Mais la géographie des déserts dans notre hémisphère semble suspectement chaotique. De vastes étendues de sable sont dispersées comme si quelqu'un avait pris un immense bac à sable et en avait renversé le contenu sur différentes parties du continent, laissant certaines régions intactes. La science officielle avance que le Sahara résulte de cycles climatiques naturels, alternant périodes humides, où des rivières coulaient ici, et périodes sèches. Cependant, l'ampleur de l'ensevelissement dont nous avons parlé ne correspond pas à des processus géologiques lents. Pour qu'une telle masse de sable se forme, il aurait fallu retirer la couche superficielle de terre sur une immense surface. Et c'est ici que nous arrivons à l'une des hypothèses les plus audacieuses. Le Sahara n'est pas un paysage naturel.
c'est un cimetière recouvert des restes d'une catastrophe. Au lieu d'être le résultat d'un lent dépôt, ces sables pourraient être ce qui reste après l'effacement de la couche supérieure fertile du sol. Pensez au sol, une ressource riche, pleine d'organique, de graines, de racines et de micro-organismes qui soutiennent la vie. Le sable, lui, est essentiellement stérile et infertile. La catastrophe ayant conduit à la formation du désert a dû être si puissante qu'elle n'a pas seulement asséché le climat, mais a physiquement retiré la peau supérieure du continent, ne laissant derrière elle qu'un matériau mort, incapable de faire germer la vie. Sur certaines images satellites, notamment là où les déserts bordent des chaînes montagneuses ou des terres fertiles, cette transition ne ressemble pas à un déclin naturel progressif, mais à une limite nette, artificielle. D'un côté, la vie, une végétation dense, et de l'autre, soudainement, des kilomètres de sable uniforme et mouvant. C'est une preuve visuelle que ce matériau a été déposé par-dessus et ne s'est pas formé sur place. Ainsi, si le Sahara est le résultat d'un ensablement, alors sous cette épaisseur, au-delà de l'argile et du sol scellé, doivent se trouver les traces de villes grandioses qui prospéraient avant d'être soudainement ensevelies. Et c'est ici que viennent à notre aide des artefacts que les historiens préfèrent ne pas divulguer. Quel passé se cache sous cette couche morte, alors qu'il y a seulement quelques siècles à peine, ce continent avait un tout autre visage? Nous devons remonter encore plus loin dans le passé, vers les anciens témoignages cartographiques, pour découvrir le véritable visage de l'Afrique. Nous sommes prêts à plonger dans les secrets soigneusement scellés par le sable et le temps. Notre enquête sur le mystère des villes ensevelies et de l'inexplicable couche culturelle nous mène inévitablement au Sahara. Cet endroit où le sol mystérieux s'est transformé en une mer infinie de sable. Mais pour comprendre ce qui se cache sous ces dunes, il faut rembobiner l'histoire, ignorer ce qu'on nous apprend à l'école et faire confiance aux témoignages soigneusement conservés dans les archives et sur les cartes anciennes. Et c'est là que nous attend un véritable choc. Quand nous regardons les cartes européennes des XVIe et XVIIe siècles, nous découvrons une Afrique qui n'a rien à voir avec le continent sec et sans vie que notre imagination nous montre. Au centre du continent, là où règne aujourd'hui le grand désert, les anciens cartographes dessinent obstinément non pas des sables, mais des terres densément peuplées. Ces cartes montrent un réseau complexe de grandes rivières, de lacs et surtout de nombreuses villes reliées par des routes. Il ne s'agissait pas de simples villages primitifs, ce sont de véritables centres urbains représentés avec tout le soin caractéristique de la cartographie européenne de l'époque. Ce qui frappe particulièrement, c'est la façon dont ces cartes transmettent le climat de la région. On voit clairement, le Sahara était verdoyant. Au centre du continent s'étendaient des forêts, des terres fertiles et d'immenses bassins d'eau capables de soutenir la vie de millions de personnes. Imaginez une civilisation comparable par sa taille et sa densité de population à l'Europe moderne, prospérant précisément là où aujourd'hui rugissent les tempêtes de sable. Selon la version officielle de l'histoire, au XVIIe siècle, les puissances européennes ne commençaient qu'à explorer ce continent, rencontrant les populations locales et ignorant sa structure interne. Mais comment expliquer alors l'existence sur ces cartes de représentation détaillée de villes avec une architecture rappelant les châteaux et tours européens? Ces villes en soi étaient cartographiées à partir de sources plus anciennes, soit les Européens en savaient bien plus sur l'intérieur de l'Afrique que nous ne le pensons habituellement. Et ce continent a été habité et hautement développé. La disparition soudaine d'un monde aussi vaste et prospère n'est pas simplement le résultat d'un lent déclin climatique. Un scénario de catastrophe a dû se produire. Ce continent avancé, avec ses villes technologiquement développées, comme en témoignent leur nombre et l'ampleur du réseau routier, a disparu comme par magie, enseveli et transformé en un désert impitoyable. Les découvertes archéologiques, qui percent parfois la censure de la science officielle, ne font que confirmer ce tableau. Prenons par exemple la célèbre ville de Tombouctou, située à la lisière du Sahara et longtemps considérée comme mythique. Quand elle a enfin été étudiée, il est apparu qu'il ne s'agissait pas simplement d'un poste commercial, mais d'un immense centre de savoir avec une bibliothèque parfaitement conservée contenant des milliers de manuscrits en astronomie, mathématiques, médecine et droit. Ces ruines et ce savoir ne correspondent en rien à l'image d'un continent sauvage et arriéré. Ils témoignent directement de l'existence d'une civilisation complexe, hautement organisée et prospère, brusquement interrompue. Ainsi,
Le Sahara n'est pas simplement une formation géologique, c'est un gigantesque scellant naturel posé sur le territoire pour cacher les traces de ce qui s'est passé. Le sable a conservé les traces de cette civilisation, mais l'a rendue inaccessible. Pourtant, si cette civilisation était aussi avancée, elle a probablement laissé derrière elle plus que des ruines et des cartes anciennes. Si leurs technologies et ressources les plus précieuses ont été ensevelies, peut-être que leurs technologies et ressources les plus précieuses ont resté intactes. Nous devons plonger encore plus profondément sous l'épaisseur même du sable pour trouver la ressource la plus précieuse, celle qui continue de susciter des tensions sur le continent. Et ce n'est pas le pétrole. Le passage des ruines cachées aux ressources cachées est inévitable. Et il commence par le fait que, aujourd'hui, en Afrique, on se bat pour des gisements, mais on ignore ce qui est le plus important. Nous avons vu que le Sahara n'est pas simplement une terre asséchée, mais un colossal tombeau d'une civilisation prospère, dont les traces ont été délibérément effacées ou recouvertes par plusieurs mètres de sable. Mais si ces villes étaient technologiquement avancées et existaient très récemment à l'échelle historique, elles auraient laissé derrière elles non seulement des ruines en pierre, mais quelque chose de plus significatif, lié aux ressources et à l'infrastructure. Et c'est ici que nous arrivons au paradoxe central du continent. Aujourd'hui, on entend constamment parler de conflits dans la région du Sahara, de lutte pour le contrôle des gisements, et la première chose qui vient à l'esprit est bien sûr le pétrole. Certes, le pétrole y est exploité, mais en réalité la ressource principale, la plus précieuse, qui est restée invisible au monde pendant des décennies, se trouve non pas dans le sable, mais en dessous. Il s'agit de l'eau. Sous le Sahara, dans d'immenses aquifères, se cache toute une mer souterraine, un incroyable réservoir d'eau douce, accumulé probablement depuis l'époque où le continent était vert et humide. Le volume de cette eau est si immense que selon les estimations d'experts, elle suffirait à fournir de l'eau potable et à irriguer tout le continent pendant 500 ans. Imaginez, au point le plus aride de la planète, sous vos pieds, se trouve une source de vie illimitée et gratuite. Ce mystère incroyable ne pouvait rester inexploité. Le dirigeant libyen a tenté de révéler ce potentiel pour son peuple, en lançant la construction du système d'irrigation moderne, le plus grandiose, la Grande Rivière artificielle. Il a qualifié ce projet de 8e merveille du monde. La longueur totale de cette rivière souterraine et artificielle atteint environ 4000 km. Ce n'était pas simplement un projet d'ingénierie, c'était une mission humanitaire. Le gouvernement libyen ne faisait pas payer cette eau à la population, comprenant que dans le désert, elle devait rester accessible à tous. Il y avait vraiment une mer entière et elle aurait suffi pour tous. Cependant, nous savons comment cette histoire s'est terminée. Avec la perte du dirigeant, ses idées et ses espoirs pour l'avenir de la région ont également été perdus. Le projet qui aurait pu changer à jamais la vie de millions de personnes, restaurer un oasis verdoyant et prouver que l'homme est capable de redonner vie à des déserts entiers, a été pratiquement arrêté. Finalement, la région est revenue à son état précédent, où les conflits pour le pétrole dominent de nouveau, tandis que la mer souterraine continue de rester solidement scellée. Mais si nous cherchons des preuves de l'existence d'une civilisation hautement développée enfouie sous les sables, nous devons également prêter attention aux traces physiques inexplicables laissées à la surface. Regardez le centre du désert au Mali. Ici, au milieu des dunes sans fin, s'étendent d'étranges lignes longues de plusieurs kilomètres. Que sont-elles ? Ces soi-disant routes sont étonnamment droites et ordonnées. S'agirait-il des vestiges de chemins de fer anciens ? Car si un monde hautement développé existait là-bas, comme le suggèrent les anciennes cartes, comment aurait-on pu se déplacer rapidement sur un continent aussi vaste, dont la superficie équivaut à 2 fois celle de la Russie ? Les routes de caravane classiques n'expliquent pas une infrastructure aussi massive et organisée. Ces lignes sont la preuve directe de l'existence d'un réseau de transport sophistiqué. Outre ces murs routes et les volcans éteints situés à proximité, le Sahara cache un autre mystère, visible même depuis l'espace. Il s'agit d'énormes cratères impressionnants par leur volume et leur profondeur. Ce ne sont pas des paysages lunaires ou martiens, mais bien le Sahara lui-même. Ces formations géologiques ne correspondent pas au schéma habituel d'origine météoritique ou volcanique, et leur origine continue de susciter de vifs débats dans le milieu scientifique. Tout cela, des villes ensevelies sous plusieurs mètres de couches culturelles, les preuves d'une Afrique verte et densément peuplée sur les cartes anciennes, la présence de réserves d'eau inépuisables cachées sous le sable, et enfin les traces d'infrastructures de transport anciennes sous forme de routes et de cratères étranges, dessinent le portrait d'un monde qui était soudainement et catastrophiquement détruit, puis scellé sous le sable pour en préserver les secrets.
Le Sahara, grand désert, cache avec fidélité de nombreux mystères du passé encore protégés aujourd'hui. Il ne reste qu'une seule question. Que protège réellement ce sable? Les ruines d'une civilisation ou la manière dont elle a été renversée? Et combien de vérités restent encore enfouies sous ce voile doré et inanimé? L'histoire vit quand on la raconte. Abonnez-vous. Ce qui va suivre, vous ne l'avez probablement jamais entendu auparavant.